Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau live de Bubble. Je suis très heureux d'avoir mon invité aujourd'hui, Fabien Rocher, qui viendra vous parler de son album La météorite de Hodge, publié chez Delcourt. Bonjour Fabien. Bonjour. Bienvenue, moi je suis Thomas Mourier, je suis le rédacteur en chef de Bubble. Et juste avant de discuter ensemble du livre, je vais en dire quelques mots. C'est donc une bande dessinée qui raconte de plusieurs points de vue un fait divers étonnant. C'est l'histoire de l'un des seuls êtres humains à avoir été percuté par une météorite. Et la particularité de l'album, c'est de présenter cette anecdote de plusieurs manières, de plusieurs regards, plusieurs angles différents, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Le tout est porté par une mise en page très travaillée et un dessin iconique un peu dans la veine des grands maîtres américains. On va pouvoir vérifier ça ensemble. Et on a 1 heure ensemble donc pour aborder tous ces sujets. Et je vous invite à poser toutes vos questions à Fabien en commentaire. Il pourra y répondre, elles apparaîtront à l'écran. C'est un live donc interactif, vous avez la parole et n'oubliez pas qu'il y a un petit décalage entre ce que nous on vit et ce que vous voyez. Donc ne vous inquiétez pas si ça met quelques minutes. Fabien, pour lancer la discussion, une première question. Pourquoi raconter cette histoire finalement? Comment tu as découvert cette anecdote? Eh bien, j'étais en train de travailler sur une histoire courte où je voulais évoquer un cas de quelqu'un qui s'était presque pris une météorite que j'avais cru entendre dans un documentaire, mais je n'ai pas retrouvé ce cas. Ouais. Et sur Internet, je suis tombé sur cette histoire à la place. Et là, j'ai commencé à avoir des idées. Et donc, j'ai commencé une histoire courte autour de ça. Puis après, c'est devenu ce que c'est devenu. Mais du coup, tu présentes vraiment de multiples points de vue. On a des points de vue scientifiques, historiques, journalistiques, il y a des extraits de films, des musiques. Comment tu t'es documenté en fait sur le sujet et sur Anne-Elizabeth Hodge? Au début, c'était vraiment sur internet. Il y a quand même pas mal de sources. Après, il y a un site qui s'appelle newspaper.com où on peut voir tous les articles d'époque en cherchant par mots-clés. Mhm. Et puis, vers la fin, enfin, je pensais que j'avais assez de trucs, et puis vers la fin, j'étais un peu à court d'informations, enfin, sur certains détails. Donc, j'ai contacté le musée directement aux États-Unis où est exposée la pierre. Et là, il y a l'archiviste qui m'a vraiment beaucoup aidé par mail. Elle allait fouiller et scanner des trucs et on a eu des discussions. Là, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Du coup, eux, ils étaient intéressés par le fait que tu veuilles en faire une bande dessinée ou tu leur avais pas expliqué le projet en détail? Si, je leur ai expliqué, bah, elle était après, oui, elle était très contente que quelqu'un s'y intéresse. Et voilà, je sais pas. Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une histoire en fait qu'on a vu ressortir il y a pas très longtemps j'ai vu des articles qui en ont parlé un petit peu, mais c'est une histoire qui avait été un peu oubliée, j'ai l'impression même aux États-Unis. Est-ce que du coup, ce rapport avec l'archiviste, elle a parlé un peu de ça, de raviver un peu cette vieille histoire? Elle a pas parlé de ça, mais parce que elle, de son point de vue, je pense qu'elle voit beaucoup de gens qui viennent et qui s'intéressent à ça sur place, mais je pense que c'est vrai qu'à l'échelle des États-Unis ou du monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça. Mais c'est un peu quand même, c'est un tout petit musée, mais c'est un peu leur truc, leur objet star quand même Hmm. dans le coin. Et du coup, là, je suis en train de passer quelques planches à l'écran pour que les lecteurs regardent. Dans tes planches, tu imbriques en fait des œuvres d'art, tu mets des citations à la fois textuelles et graphiques, tu reprends des scènes de films ou tu reprends des grandes œuvres de l'art de l'histoire humaine, ou tu prends même à la fin des tweets ou des posts de réseaux sociaux avec les photos des gens qui vont au musée. Comment tu as fait cette sélection en fait? Comment tu as inséré ça dans l'album? Euh, je pense que la première page où c'est arrivé, c'est les pages d'Anodgies. Et je- en fait, je voulais que ça vienne en contrepoint de la scène avant où on voit la météorite tomber dans les petites cases. Et là, je voulais mélanger des documents, qu'on mélange deux points de vue, un peu un point de vue vu de loin, un peu neutre, comme un petit théâtre avec des petits personnages, et des points de vue plus réalistes avec les documents, des journaux, des photos. Et en parallèle, je voulais qu'il y ait le film. C'est comme si je voulais, en tout cas sur ces deux pages, comme c'était une histoire courte, je voulais mettre le plus de sources qui Ouais. se croisent possible pour qu'il se passe, du coup, comme ça fait une page dense où il y a des rapports entre les choses qui y se passent. Mhm.
Et après, j'ai gardé ce principe pour le reste du bouquin, disons. Et je pense qu'après, c'est aussi un truc qu'on peut voir dans certains bouquins de Seth. Enfin, en tout cas, voilà, il redessine des photos de temps en temps, c'est un peu différent, mais voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'on sent bien son influence. Justement, j'allais te demander, donc Seth, tu le cites, mais est-ce que Chris Ware ou est-ce que Jane Sorder, c'est des gens en fait qui t'ont influencé un petit peu dans tes choix pour faire cet album? Ouais, alors après, j'ai commencé de manière sans trop me poser de questions. Déjà, je pensais que ça ferait 10 pages. Et j'avais fait une ou deux histoires courtes avant, plus linéaires. Et là, je voulais essayer d'expérimenter un truc qui soit plus spécifique à la BD. Et je pense que c'était aussi ce que je lisais cette année-là, quoi. Donc je me suis pas dit je vais faire comme eux, mais en même temps, je pense que, par exemple, la façon de chapitrer par thème, ça vient même Seth, il l'a dit dans un de ses bouquins. J'ai envie de m'insérer dans cette espèce de tradition BD assez récente. Donc voilà, j'ai repris un peu ce flambeau, je pense. Et du coup, comment t'as bossé ton storyboard parce que c'est un album qui est très complexe, il y a des doubles pages avec énormément de cases. Du coup, comment t'as travaillé ça? T'as fait par séquence, t'as fait d'un bloc? Comment t'as travaillé? Non, je fais vraiment par séquence. En fait, au bout d'un moment, j'avais un plan, mais en gros, c'était le titre à chaque fois, où je savais à peu près ce que j'allais raconter. Et pour certains, j'ai eu très tôt le truc. Par exemple, pour la page de Julius McKinney à la fin, je me rappelle, enfin là, je l'ai pas, mais que j'avais dessiné sur quelques centimètres la mise en page avec la pièce Mhm. qui survole les cases. Mais en gros, je l'ai faite que peut-être 2 ans après la page. Et puis il y en a où, avant de me lancer, j'arrivais pas à trouver Enfin, j'ai essayé de trouver un principe de mise en page pour chaque thématique. Et il y en a, c'était un peu moins évident que d'autres. Mais comment je fais? Bah, disons que j'ai mon gaufrier de 35 cases. Ouais. Et puis je regarde si, en fonction des sources que j'ai de photos ou de documents, je regarde si je peux caser des trucs qui rentrent dans ces cases. Enfin, je sais pas trop comment. Ouais, dans chaque séquence, tu fais un pré-montage avant de décider ce que tu vas dessiner par rapport voilà, à tes sources. Et c'est pas forcément par rapport au fil conducteur du livre, c'est ça? Ouais, si en fait, souvent, par exemple, si je prenais Eugène, le mari d'Anne, je pense qu'au début, j'ai commencé par un texte, si je me rappelle bien, en essayant de d'écrire tout. Déjà, il y avait un certain nombre d'informations à mettre dans ces pages. Mhm. Et après, du coup, parfois, il y a certains paragraphes de texte qui se prêtaient à un, un truc plus narratif et parfois plus documentaire, enfin, qu'on pouvait illustrer par une photo. Donc, c'était un peu ça en fonction du texte que j'ai fait. Mais le truc principal que j'ai eu pour, par exemple, la page de Gênes, c'était les deux billets de banque qui se faisaient face. Donc après, c'était un peu tourné autour de ces deux billets de banque. Et ça, justement, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu mets une pièce et un ticket. Il y a tout un jeu avec la chance. Il y a tout un, là aussi une sorte de thématique qui est sous-jacente. Est-ce qu'on a de la chance? Est-ce qu'elle a eu de la chance? Qu'est-ce que c'est la chance? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu voulais traiter ou c'est le sujet qui t'a amené à développer ça? Non, c'est vrai qu'au tout début de l'histoire, même l'histoire d'avant, l'histoire courte qui a mené à mes recherches pour tomber sur cette histoire, ça parlait quand même c'est pas tellement la chance, mais le hasard, quoi. C'est vrai que des fois, je pense, on peut se balader dans la rue, puis notre vie peut déjà s'arrêter d'un coup ou changer pour une autre direction selon. Ça, c'était un peu le hasard métaphysique, ça Ouais. m'intéressait. Et oui, j'ai perdu le fil de mes Eh ben, pensées. c'était savoir si cette thématique, elle était venue voilà, de tes recherches ou si tu avais cette idée en tête avant de faire Ouais, ça. non, ouais. En fait, je savais qu'avec cette histoire, je pouvais traiter de cette thématique. C'était, euh,
Parce que c'était pas exactement de l'histoire qui m'a. Je savais qu'avec cette histoire, je pouvais traiter de cette thématique. Mais après, quand je parle dans les pages de la chance ou de la malchance, tout ça, c'est un peu des questions rhétoriques, un peu ironiques. Enfin, c'est comme s'il y avait. Je dis beaucoup de trucs, mais je sais pas s'il y a. C'est aussi une façon de dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le hasard, quoi. Enfin, c'est pas une notion philosophique dont on peut vraiment parler, parce que voilà, c'est juste un truc qui a une conséquence, mais. Oui, c'est ça, c'est que quand on lit l'album, en fait, avec tous les différents chapitres, les cases très nombreuses, on a l'impression d'un espèce d'arbre de possibilités infini. Mais du coup, on comprend bien que c'est pas comme dans les films où on n'a pas de choix à faire. En fait, du coup, ça se déroule comme ça s'est déroulé. Et je trouve que la BD, elle le rend assez bien, ça. Et- Ouais, après, il y a certains. J'ai lu dans certains textes qui ont été écrits depuis ouais. où ça pouvait évoquer en fait, avec la scène d'introduction au cinéma, on la voit comme si elle regardait sa propre histoire. Et du Mhm. coup, ça peut pousser à penser que tout ça, c'est aussi elle qui repenserait à son histoire. Et c'est le fait qu'il y ait plein de petites cases partout, c'est comme quand on a des problèmes dans notre vie, on se met à penser, puis c'est comme si on a plein de pensées qui viennent et qui nous écrasent un peu. Il y a un peu cette forme-là. Mais aussi, les petites cases, ça évoque la forme du journal. Enfin, quand on ouvre un journal, c'est des grandes pages avec. En plus, à l'époque, ils faisaient encore plus de plein de petits articles. Voilà. Je pense que. Et ça, justement, tu parles de la séance du cinéma au début et tu as parlé un peu de l'ironie, mais c'est vrai qu'il y a, du coup, on n'a pas parlé de ça encore, mais il y a beaucoup d'humour. Et justement, le début, tu parles de cette séance au cinéma dans un drive-in qui s'appelle le Comet. Il y a tout un tas de petites correspondances un peu marrantes. Et ça, du coup, tu as cherché un peu des choses au fil de l'album ou c'est venu un peu naturellement? Ouais, à force, ça venait naturellement. Mais après, j'étais aussi en train d'essayer de chercher tout le temps chaque petite coïncidence ou truc dont j'aurais envie de parler. Mais la scène du comète, c'est venu tout à la fin. Mhm. En fait, à la base, ça commençait pas par cette scène. Enfin, ça commençait par la page titre. Ouais, Et puis j'ai rajouté ça à la fin parce que déjà, il y avait des pages à boucher dans les cahiers de l'album. ok. J'ai dit, qu'est-ce que je peux raconter? Puis en fait, j'ai été un peu frustré de pas avoir réussi à caser un truc autour du cinéma, qui était juste au bout de la rue. Puis du coup, après, j'avais fait cette scène et c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. Cette scène plus la page d'interlude avec les pubs entre avant la scène du rêve. Et ça marche beaucoup mieux parce que du coup, en effet, ça donne plus l'idée que c'est elle qui repense à tout ça, Ouais. même si c'est pas forcément que ça. Et puis, ça me met un peu en parallèle, parce qu'on commence un peu comme si on allait, ça allait être raconté à la manière d'un film. Et puis, au final, on se retrouve dans une forme journalistique un peu plus, moins flamboyante, Mhm. disons, qui est un peu ce que c'était, enfin, cet événement, quoi. C'était un Ouais, peu c'est ça, ça. ça Et fait. c'est déceptif. Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait je trouve que l'intro, elle fait bien un effet de fiction. On rentre, on embarque dedans. Et après, effectivement, après, on a un peu plus froidement, en fait, les événements découpés. Ouais. Et du coup, je trouve qu'elle marche bien, cette séquence du début. Du coup, elle est bienvenue. Et est-ce que tu peux me parler aussi, là, je vais mettre à l'écran, j'ai la planche, en fait, où on est dans la maison et on voit la lumière qui s'imprime sur les objets pour simuler la chute du météore. Et ça aussi, comment tu as eu l'idée de ce genre de planche? Parce que je la trouve à la fois hyper esthétique et simple, mais en même temps, on voit tout de suite le mouvement, enfin la lumière nous guide et tout. Je trouve qu'elle est assez impressionnante. Ça, c'est la première planche avec la Ouais, chute. ouais, c'est ça, où il y a 1954 et on voit chaque Ouais. partie de la maison. Bah, ça s'est fait naturellement. Je savais que je voulais une répétition pour montrer l'espèce de temps d'attente, quoi, et un peu le rien avant que Ouais. ça arrive. Mais fallait pas non plus, vu que déjà c'est 5 fois la même case de suite, fallait qu'il se passe légèrement quelque chose, donc c'était dans le détail. Mais c'est vrai que du coup, bah, la lumière, c'est. Bah, après, il y a quelques jeux, du coup, la lumière, elle efface, par exemple, la photo. Mais voilà, enfin, je sais pas, en fait, c'est vrai que quand une météorite arrive, ça
ça éblouit tout, donc ça paraissait logique. Non, mais je la trouve super réussie. Et du coup, donc c'est ton premier projet. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler de 2 ans. T'as mis combien de temps pour travailler sur cet album? Ouais, plutôt 4 ans. Ouais, ok, Après, je faisais ça plutôt à mi-temps. ouais. Il n'y a que la dernière année où j'avais passé plus de temps dessus. Mais voilà, sinon, pas. Du coup, c'était sur les 4 ans, c'était beaucoup de recherches en amont. Donc, tu as parlé d'une première version courte, mais il y avait beaucoup de recherches ou c'était chaque planche, ça t'a pris plus de temps, t'as étalé ça dans le temps? Je suis très lent, ouais. Après aussi, j'ai commencé la BD à la main. Ouais, Et à un moment, je suis passé à l'ordi. Enfin, je ouais, faisais quand même les esquisses au crayon. Mais du coup, les premières pages se mélangeaient plus bien avec celles à l'ordi, qui étaient un peu plus précises. Donc ouais. après, j'ai redessiné les premières pages, Ok. en corrigeant certains trucs. Et donc voilà. Après, je pense que je suis juste très lent. Mais c'est vrai que beaucoup du temps, c'était les temps de recherche où parfois il manquait des détails. En fait, c'est vrai que si j'avais su que je m'étais lancé directement dans un projet long, Ouais. peut-être que j'aurais essayé d'envisager d'aller directement sur place et avoir accès aux archives et peut-être que, enfin voilà, j'aurais eu toutes les informations que je voulais d'un coup, alors que là, je les ai plus grappillées au fur et à mesure. Ouais, en fait, oui, ça s'est agrégé, c'est ça, t'as agrégé de plus en plus et tu t'es retrouvé avec une matière un peu costaud, c'est ça? Voilà. Puis Et petit à petit, j'avais besoin de plus en plus de. Parce que l'histoire est très simple, mais du coup, c'est beaucoup les petits détails. Et ça, bah, fallait vraiment chercher dans les documents. Et puis, je devenais de plus en plus geek. Je voulais mettre chaque petit détail que je trouvais, je voulais réussir à l'insérer. Donc, je n'ai pas pu tout mettre, mais voilà. Puis après, je voulais aussi pas me tromper parce que les articles, ils disent parfois une date, en fait, une autre date. Mhm. C'est pas toujours très factuel. Enfin, je pense qu'ils se trompaient un peu. Donc, Ah des ouais, fois, c'était dur de savoir quelle version je prends. ouais. Voilà. Et du coup, comment t'es arrivé chez Delcourt avec ce projet-là? Du coup, t'as monté un dossier, t'avais un morceau du dossier, du coup, si t'as étalé ça, ou t'es arrivé à la fin des 4 ans avec ce projet? Non, en fait, euh, bah, j'étais au Jeune Talent d'Angoulême 2017, je crois, où j'avais fait 2 pages. Oui, J'étais dans la sélection, j'étais arrivé deuxième. Et du coup, ça devait être en janvier 2017. Enfin, je sais plus trop les dates. Et donc, je suis arrivé à Angoulême et j'avais déjà fait peut-être 10 pages de celle-ci. ok. Enfin, ouais. Et, euh, et il y avait Yannick Lejeune qui travaille pour Delcourt dans le jury. Et puis, on s'est rencontrés après. Et voilà, du coup, je lui ai présenté ça, puis il était partant. Mais du coup, moi, j'avais prévu de faire. Dans la tête, c'était toujours une histoire courte, quoi. Ouais. Et il m'a dit, bah, si on publie, il faut que ça fasse au moins 50 ou 60 pages. Parce que. Enfin, du coup, après, j'ai pris quand même l'année à réussir à faire un plan qui se tienne. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il t'a aidé un petit peu? Est-ce que du coup, vous avez travaillé un peu en tandem, ou alors du coup, il a été intéressé par le projet et ça t'a poussé à le développer? Comment ça s'est passé en fait? Euh, non, c'était pas en tandem. Disons que il me faisait de temps en temps des retours. Donc après, j'ai rebossé mon plan, mais ça lui allait, il me semble. Par exemple, il m'a suggéré de faire des pages sur les pages de la blessure. C'est lui qui m'a suggéré de Ok. éventuellement parler de ça. Euh, je me rappelle d'un truc qu'il m'a dit, c'est que peut-être que initialement, on voyait pas assez directement Anojis et que c'était peut-être un peu risqué pour établir une connexion entre elle et le lecteur. Euh, mais en fait, j'avais quand même prévu de finir par un rêve. Je Mhm. pensais qu'à la base, ça ferait que 4 pages. Et puis après, je suis parti sur une version de 30 pages. Et puis après, il m'a poussé à quand même réduire un peu parce que c'était un peu trop. Euh, bon, je m'étais un peu trop étalé. Puis en fait, j'ai condensé. C'est vrai que ça marchait beaucoup mieux comme ça. Mais du coup,
Bah, on attend jusqu'à la fin avant de. Bon, il y a quand même après la scène d'intro qui permet de se familiariser légèrement avec elle. Ouais. Mais c'est vrai que c'était peut-être un peu risqué. Mais en fait, c'est vrai que j'avais dans l'idée de base de raconter son histoire, mais sans qu'on la voie, en fait. Ok. Ah oui, t'avais prévu un autre, encore un découpage un peu plus froid encore, c'est-à-dire sans humain entre guillemets. Si, si, en fait, je savais qu'il y aurait une scène de rêve, mais c'est pas. Est-ce que c'est vraiment elle qu'on voit dans le rêve, sachant que c'est pas son vrai rêve? Mhm. Donc, il y a que avant que ça lui arrive, finalement, avec la scène d'intro que j'ai rajoutée à la fin, où là, on pourrait dire que c'est elle. Bon, c'est inventé aussi, mais Ouais. on la voit vraiment en direct, et après, on la voit plus en direct, enfin. Mais c'était aussi. Parce que j'avais l'impression que. Oui, elle était emportée là-dedans et qu'elle s'était fait un peu voler son histoire, et du coup. Et puis elle devient une sorte de personnage à travers les journaux. Enfin, parce qu'en fait, les journaux comme ça, c'est toujours un peu désincarné. Mhm. On ressent jamais vraiment les humains dans les journaux, je trouve. Enfin, dans les faits divers, quoi. C'est un peu factuel. Ouais, ouais, mais tu le mets bien en scène parce qu'il y a la séquence où il y a, on pose la question sur son histoire dans une sorte de jeu télé que tu retranscris. Et on a justement ce côté-là où son histoire en fait lui a échappé et en fait finalement elle a été dépossédée de ce truc-là, elle en a rien fait, et puis on parle d'elle, mais elle est plus là. Il y a des gens qui gagnent des sous en répondant à des questions, mais elle a rien. Enfin, du coup, je trouvais qu'il y avait un parallèle intéressant sur ça. Et ça, du coup, comment tu trouves ce genre d'émission c'était quelque chose que tu avais envie de. Enfin, t'as creusé pour aller ça, ou c'était, comme tu disais tout à l'heure, tes sources, c'est en tombant sur plein de sources? L'émission. Alors, bah, j'en avais entendu parler au début de cette émission. Je me disais, ouais, il faudrait vraiment que je la trouve. Et donc au début, j'avais juste trouvé quelques photos de l'émission, donc j'avais mis ça dans une page. Mais après, je suis tombé vraiment sur l'émission qui est tout simplement sur YouTube. Donc si vous la cherchez, vous pouvez la trouver. Il y a les références dans les sources. Ouais, bon, après, j'ai quand même redessiné texto plus ou moins l'émission. Enfin, j'ai juste fait des zooms, changé des plans, mais c'est quand même assez proche de la vraie émission, à part les scènes d'introduction avec les pubs sont un peu. Ça, je les ai reprises Hmm. d'une autre émission. Mais bah, du coup, c'était. En fait, il y avait deux trucs. Déjà, je voulais essayer de gagner des pages. Et donc là, Ouais. j'ai dit, bah, ça peut me faire 4 pages, donc ça, c'est bien. Et en plus, c'était une façon de la montrer directement. Donc là, ça permettait aussi de. Enfin, je pense que c'est vrai que c'était bien de la voir de temps en temps Hmm. parler et en direct. Même si c'est son image publique un peu qu'on voit, parce qu'on la voit à travers la télé. Et, Mais et- bah, ça retranscrit bien l'époque, une émission de ouais. TV. C'est quand même assez marrant, les émissions de l'époque. Bah ouais, ouais, justement, ça met bien dans le contexte, ça met bien dans l'ambiance, je trouve. Et tu parlais tout à l'heure du concours Jeunes Talents. Et en fait, j'ai regardé les planches, effectivement. Du coup, tu avais déjà un peu cette identité graphique, même si tu dis qu'après, tu as retravaillé un petit peu. Comment tu as construit un peu voilà, ce style un peu est-ce que tu as fait beaucoup de recherches? Est-ce que voilà, comment t'en es arrivé là? J'ai pas fait de recherche vraiment de style. Je dessine comme ça à peu près quoi. J'aime bien. J'ai toujours dessiné lignes claires. Enfin, j'aime Ouais. pas des traits assez précis. Donc j'ai pas vraiment questionné ça. Je voulais que mes dessins soient assez proches des vraies photos, donc je voulais pas trop styliser le truc. Et après, bah, vu que c'est des petites cases, j'ai essayé de faire les dessins assez précis pour qu'il y ait quelque chose à regarder. Puis après, c'est aussi ce genre. En BD, j'aime bien les traits précis, quoi. Enfin, Ouais. je préfère quand l'œil s'arrête pas trop sur le dessin parce qu'il est trop joli, mais qui peut glisser un peu sur le dessin. Parce que parfois, il y a plein de BD hyper jolies, mais enfin, moi en tout cas, je la lis hyper lentement parce que j'ai envie de m'arrêter sur chaque dessin pour dire ah, c'est joli. Mm. Voilà. Du coup.
Et du coup, là, je sais que t'as des carnets avec toi ou des feuilles sur lesquelles tu travailles. Si tu peux nous montrer un peu quelques extraits. Mais du coup, tu bosses, donc tu disais, tu fais des brouillons et après tu reprends tout la tablette, c'est ça maintenant, à partir de maintenant? Ouais. Ok. Donc, comme je disais au début, j'ai commencé tout à la main sur des feuilles A3, mais ça marchait pas parce que déjà, même en A3, c'était un peu petit pour dessiner les petites cases, Ok. donc ça me prenait un temps fou. Puis je devenais trop précieux. J'avais envie que mon truc ancré soit parfait, machin. Et après, je le mettais sur l'ordi, je me rends compte que j'ai remplacé d'autres cases et du coup, ça avait plus trop de sens. Et puis, c'est quand même plus facile d'être très précis Ouais. à l'ordi. Alors, je sais pas ce que je peux. Hum, je sais pas, par exemple, il y a cette page. Ah oui, donc celle un peu qui est en nid d'abeille. Ouais, alors ça, c'était plus pour rechercher. Donc, les dessins, ils sont un peu moches là. Mais il fallait trouver d'abord des idées. Donc là, en fait, tu fais ta composition et après, tu as tout repris case par case sur l'ordi, en fait. Euh, non, après, j'ai refait une deuxième. En fait, je fais plusieurs versions au crayon. Ok. Bon, après, ça va être une deuxième version. Donc là, j'avais déjà imprimé les cases pour pas les redessiner à chaque fois. Ah oui, ok. Après, je pense que j'ai fait peut-être une. Les dessins m'ont l'air un peu moches, donc je pense que je les refais encore plus au propre après. Mais je sais pas trop où ils sont. Euh, Ouais, voilà, par exemple, après, ça donne ça. Donc, je sais pas si je zoome. C'est pas, voilà, c'est pas des dessins si. Ouais, donc là, c'est toujours à l'étape un peu recherche, un peu. C'est du storyboard, Là, je pense que c'est bon, et après, je décalque ça. Mais il y a quelques cases qui ont changé. ok. Donc, après, peut-être à l'ordi, j'ai changé d'autres trucs, je sais plus exactement. Je vois plein de versions de ces pages, donc Et du coup, après, sinon, tu t'es lancé aussi dans la couleur directement sur l'ordi. par exemple. Ah oui, Là, on peut voir que j'ai découpé et collé des cases pour remplacer. Mais voilà, ça, c'est juste que je décalque après, quoi. ok. Et du coup, la couleur, tu la bosses donc sur l'ordi et tu as choisi un peu les teintes, le fait d'avoir une palette très restreinte par rapport au projet, ou c'était pour l'ambiance, comment tu es arrivé à ces couleurs-là un peu? Bah, ça ressemblait. Par exemple, si vous allez voir mon Tumblr, il y a quelques histoires courtes que j'ai faites avant. Bon, c'est traité un peu pareil, les couleurs. Mhm. C'est en bichromie, très sur les ombres. Donc, après, c'est à la fois parce que j'aime bien, Ouais. à la fois parce que tous les documents étaient en noir et blanc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pages où même si j'avais fait ma BD en couleur, elles auraient été presque en noir et blanc. Parce que les trois quarts de la page étaient des documents. Du coup, ça n'avait pas trop de sens. Et c'est aussi parce que pour l'instant, je suis pas très fort en couleur, tout simplement. Ça me semble assez dur, mais je vais peut-être me lancer là-dedans. Pour l'instant, c'était plus simple. Mais bon, là, c'est sûr que pour ce truc, ça faisait un côté un peu années 50, quoi. Ouais. C'était plus simple. Et du coup, est-ce que donc tu parlais de dessin d'après photo, mais est-ce que par exemple tu pratiques beaucoup le carnet de croquis, tu dessines dans la rue ou dehors? Est-ce que tu fais ce genre de choses aussi? Ouais, bah pas trop. En Ouais. fait, j'aimerais bien, je suis plus du genre à me dire, ah, il faut que je fasse mon carnet de croquis, puis je le fais jamais. Et puis de temps en temps, je me motive quelques semaines, et puis après, j'arrête. J'y arrive pas à... Mais j'ai quand même l'espoir de un jour réussir à avoir une pratique régulière. Mais bon, le fait est que je le fais pas tellement. Donc je suis pas un niveau de dessin extraordinaire. Donc je prends vraiment du temps à faire mon dessin. Enfin les proportions, je les fais pas bien du premier coup par exemple. Donc ça me prend du temps quoi. Et du coup, tu es autodidacte ou tu as suivi une formation J'ai fait du graphisme à la base, mais on a quand même des cours de un peu de dessin. Enfin tous les graphistes savent à peu près dessiner, donc il y avait en effet des trucs où on nous faisait remplir des carnets de croquis. Et après je pratique le dessin en effet en autodidacte depuis que je suis petit. Mhm. Euh, Juste, enfin, moi j'ai toujours dessiné. Et puis, à un moment, je suis parti dans le graphisme et j'ai un peu lâché le dessin. Et puis après, je suis retombé, enfin, je me suis lancé dans la BD. Du coup, là, j'ai repris le dessin.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait justement te lancer dans la BD? C'est quoi des influences? Et pourquoi tu te dis un jour, tiens, je vais faire des planches, je vais les envoyer à Angoulême, je vais... Ouais, c'était peut-être un moment, le graphisme, ça commençait à plus me satisfaire, en tout cas ce que je faisais. Je voulais varier, partir dans l'illustration. Et après, la BD, c'est à la fois venu de ma découverte des romans graphiques. Mhm. À la bibliothèque, je prenais plein de trucs. Et puis, parce que quand j'étais petit, je lisais plein de mangas et de BD. Ouais, Après, j'ai arrêté ça pendant pas mal de temps. Puis, j'étais plus dans le cinéma, la littérature. Et un jour, j'ai redécouvert les BD. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça peut être vraiment. Enfin, c'est très bien les trucs d'aventure, mais ça m'apportait pas je trouve ce qu'il y avait dans certains films ou certains romans. Et en fait, c'est juste que je lisais pas des trucs. Enfin voilà, en gros, j'ai découvert les romans graphiques, notamment les romans graphiques américains qui m'ont plus parlé. ouais, Et puis la BD, après, c'est venu un peu bêtement. J'étais en vacances, je faisais à un moment, j'ai décidé de faire des BD pour rigoler sur la plage, et comme ça, puis je les mettais sur Facebook. Et ça faisait rire les gens. ouais. Et du coup, je me disais, ah, puis en fait, je faisais déjà ça un peu quand j'étais au collège. Mais voilà, Hmm. je faisais des BD sur mes carnets. Ouais, Et voilà, après, je me suis dit, tiens, si j'essayais de faire une histoire courte sérieuse. Donc, je fais un truc en 4 pages. Et puis, ça a plu. Du coup, je me suis dit, ah, bah, c'est bien. Puis, c'était plaisant à faire. Et voilà, après, j'ai continué là-dedans. Enfin, je sais pas. non, En fait, j'avais aussi toujours eu une envie de. J'étais attiré par faire du cinéma, mais j'étais parti dans le graphisme, c'était un peu compliqué. Donc là, ça réunissait. Je pouvais faire des histoires, du dessin, puis un côté un peu graphisme aussi. Donc, voilà. et justement, dans cet album, en fait, c'est quoi la partie que tu as préférée? Quel est le moment le plus agréable sur un album comme ça? Quelle est l'étape qui te plaît le plus? Et bah, sur toutes les séquences, en tout cas, là où c'était le plus plaisant, c'était la scène d'intro et le rêve, où c'est des séquences directes. Euh, et bah, ça m'a semblé plus facile à faire que tout le reste, Ouais, qui était quand même assez laborieux. Enfin, ouais, c'était assez compliqué. Du coup, je pense que c'est ces pages-là qui m'ont. En fait, c'est quand j'invente un peu. C'est là où j'ai inventé le plus, quoi. ouais. Et voilà, donc c'était ça. Et après, quand c'est fini, c'est cool aussi. Et du coup, est-ce que, comme c'est justement, tu disais que c'est un projet à long terme, là, sur 4 années, est-ce que pendant la réalisation de cet album, tu as fait d'autres histoires courtes ou tu pensais à d'autres histoires ou tu étais vraiment focus sur ce projet-là? Euh, j'ai pensé à d'autres histoires. Donc, je prenais des notes, j'ai des notes dans des carnets, des trucs. Et j'ai fait peut-être une histoire courte, un truc en 2 pages, encore pour Angoulême. Ouais, J'avais un concours Instagram. J'avais fait la suite, plus ou moins, du truc que j'avais fait au Jeune Talent. ok. Mais c'est tout, je crois. Euh, ouais, c'est tout. Euh, peut-être quelques BD humoristiques au début, que je faisais en parallèle, dans un style rien à voir. Ouais. Et, Et ça, c'est des choses que tu publies sur un blog, c'est ça? C'est des choses que tu publies en ligne? le truc humoristique, je l'ai pas, c'est pas sur Internet. À un moment, je le mettais sur Facebook et puis, comme j'ai arrêté, j'avais fait un petit fanzine. Je vais peut-être là d'ailleurs. Ouais. Bon, enfin, ça a vraiment rien à voir. C'est un truc. C'était plus. Ouais, j'avais fait ce petit truc. C'était Donc, plus- un fanzine que tu fais en solo, c'est ça? Tu réalises tout? Ouais. Bon, c'est pas. Quand c'est un fanzine. Oui, c'est un fanzine. C'était pour compiler. Donc, ça n'a rien à voir. Et c'est un peu sexuel. Et Je- c'est marrant, on dirait plus des risos, là, peut-être je vois pas bien, mais... Là, c'est imprimé en riso. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ok. Voilà. Et ça, c'est quelque chose Mais que tu vendais sur un stand d'Angoulême ou t'as démarché des libraires non, non, là, c'était quand j'étais à un petit salon d'une amie. Elle m'avait dit, bah, si tu veux venir et que tu as des trucs à vendre, j'ai fait, bon, bah, je vais imprimer ça. Enfin, j'avais pas mal de planches de
J'ai décidé d'en faire un fanzine, voilà. Mais c'est juste comme ça. Je sais pas si je continuerai un jour. En fait, c'est Ouais. tellement un style différent que j'ai du mal à. Je sais pas trop. Tu veux dire, t'as du Alors, mal après, c'est par ça que j'ai commencé la BD, hein. D'accord, ouais. Ok. Ouais, t'avais déjà entamé ce gros projet et ça, tu faisais ça pour aérer un peu. Bah, en fait, non, j'ai vraiment commencé mes premières BD, c'était ça. Ah oui, ok. Donc, un petit dinosaure qui fait des conneries. Et puis, après, peut-être au début, de temps en temps, ouais, je faisais une planche de ça pour m'aérer. Puis. Mais après, j'ai arrêté. Voilà. Et là, du coup, avec la sortie de ton premier album, du coup, est-ce que tu as eu du retour un peu du public? Je sais que la période n'est pas facile avec toutes les restrictions, mais est-ce que tu as pu faire des dédicaces? Tu as eu des retours du public? J'ai fait une dédicace, parce qu'il y en a deux autres qui ont été annulées pour l'instant, enfin reportées. Et bah oui, j'avais des bons retours. C'était. Enfin, en tout cas, je vois que ça peut plaire à des publics assez variés, jeunes ou moins jeunes, des gens qui lisent pas de BD ou des gens qui ont lu 10 millions de BD. Donc ça, c'est bien. Mhm. Il y a quelques critiques pas mal. Ouais. Ça, c'est. Voilà. Après, je sais pas, il y a quelques gens qui ont l'air de trouver euh, qu'il y a un côté répétitif et que voilà, après ça fait partie on va dire la démarche, Oui, c'est ça. côté répétition. Donc ça, il y en a qui m'ont dit ah c'est vachement bien la répétition, puis il y en a qui ont dit c'est un peu ennuyant. Enfin ça ils me l'ont pas dit en direct. Ouais. Voilà, donc ça plaît pas forcément à tout le monde, mais ça, en tout cas moi j'ai eu des bons retours. Et ça, Et est-ce que du coup, depuis, t'es parti sur un autre projet? Parce que entre le temps où tu finalises, tu rends les planches et le temps où ça arrive en librairie, il y a déjà un petit temps. Est-ce que tu es parti sur un autre projet ou plusieurs projets? ouais, bah j'avais quand même une espèce de boîte à idées avec plusieurs projets. Ouais. Mais à chaque fois que je pense que je vais me lancer dans ce projet, finalement, je pars sur un autre parce qu'il y a un problème, je sais pas. Mais là, a priori, j'ai peut-être trouvé un sujet sur lequel me lancer, qui aurait un peu un lien, parce qu'il y aura toujours l'espace, des films de série B, et l'Amérique encore. Ouais. Et un peu basé sur une histoire vraie aussi. Pas une histoire vraie, mais plus un. Oh, c'est pas très. J'ai pas du tout de scénario pour l'instant, j'ai l'univers, le concept et tout ça. Mais voilà. Donc je sais pas si ça va tomber à l'eau ou pas, mais pour l'instant, je me renseigne. Ouais. Et Et voilà. justement, comment tu développes ça? En fait, tu dessines des morceaux, tu essayes des bouts, des séquences. En fait, comment tu te dis, tiens, est-ce que celui-là, ça va être plus viable, je m'y mets? Ou ce que tu disais que tu as abandonné, est-ce que c'est que des petits bouts Ouais. que tu as essayé ou c'est plutôt en rédigeant des synopsis que tu te dis, ah, ça tient pas? J'ai presque rien essayé. Ouais, Euh, Là, pour l'instant, c'est que. Bon, pour ce nouveau projet qui peut-être va pas se faire, mais en tout cas, je voulais me lancer dedans parce qu'il y a je voulais trouver un moyen de faire des séquences qui se passeraient sur d'autres planètes du ouais, système solaire. ouais, Et je voulais, par exemple, raconter une journée sur Vénus ou d'autres planètes comme ça. Mais là, c'est purement le geek qui est en moi qui ouais, a envie de faire ça parce que les vidéos de science, enfin, sur l'espace, qu'on peut trouver, sont toujours accompagnées de musique dramatique ou de 3D un peu moche. Il n'y a pas le sentiment de réalité, je trouve. Enfin, c'est très informatif, mais c'est pas. Voilà, bon. Du coup, je voulais essayer de faire des séquences comme ça et les mélanger à une autre histoire. Puis du coup, j'avais le cerveau qui était prêt à rechercher quelque chose qui pourrait coller à des séquences comme ça. ouais. Et je suis tombé j'ai trouvé quelque chose, une espèce de culte aux États-Unis autour d'ufologie, Ok. se raccrocher à ça et qui pourrait faire que je peux de temps en temps dans cette histoire intégrer des séquences de quelques pages où on voit juste une journée sur une autre planète où il se passe rien. Bah, ça me fait penser un petit peu à Tom Gold. Il a fait un album comme ça sur la Lune. Je sais pas si tu l'as vu ou lu. Ouais, la police de l'espace ou un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Et du coup, il y a un peu des accents de ça où il se passe pas grand-chose, mais finalement, on est vachement embarqué. Donc, ça serait plutôt un peu ce type d'histoire qui t'intéresse. Ouais. Non, moi, ce serait plus là.
quand j'imagine un jour sur une autre planète, c'est vraiment en termes réalistes. Et j'aimerais bien juste, genre un fantasme de voir à quoi ça ressemble d'être sur Mars une journée ou sur une autre planète. Ce serait plus réaliste que Ouais, lui ou lui. Enfin, lui, c'est plus humoristique, mais il y a ce côté en effet où il se passe rien. En effet, sur notre planète, il se passe rien. ouais, c'est ça. Et du coup, tout à l'heure, on a parlé un peu d'influence américaine, de romans graphiques. Est-ce que toi, tu lis beaucoup de BD? Est-ce que tu lis des choses pour t'inspirer ou pour le plaisir, des trucs contemporains ou pas forcément? Bah ouais, ouais, je lis quand même beaucoup de BD. J'ai toujours des trucs empruntés à la bibliothèque qui traînent. Moi, je lis pas que des BD, mais je lis beaucoup de BD. Ouais, Euh, Tu me disais tout à l'heure des trucs récents que j'ai lus. ouais. Euh, Bah, si tu as quelques idées, conseils comme ça. ouais. Bah récemment, il y a ce truc-là qui buzz pas mal. Ça, c'est très bien. Ouais, Un slasher inspiré des films américains des années 90. Très bien fait. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu aussi Éveil de Juliette Mancini ah oui. à Trabille, qui est vraiment, vraiment bien. Sinon, j'ai relu un truc de Nicolas Hully qui s'appelle Ainsi se tue Zarathustra, qui est dans mon atelier. Ah oui. C'est un copain. Et ça, c'est très bien pour ceux qui aiment bien les trucs à la, quand peut-être à la Guy de Lille, pour ceux qui connaissent. C'est un peu différent. Euh, je vais faire la pub quelqu'un d'autre qui est dans mon atelier aussi, du coup, Ouais. si jamais il regarde. Voilà, Mathieu Bertrand qui a fait une BD qui s'appelle Pierre Poivre sur un explorateur, je sais plus trop, qui a ramené des épices en France. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je lis ça aussi en ce moment. De Mizuki, alors ça c'est trop marrant. C'est juste des conneries, conneries sur conneries, mais à force d'empiler les conneries, commence à y avoir un truc assez réaliste qui en ressort. Donc, moi j'ai pas fini, mais c'est vraiment bien. Sinon, oui, j'avais pris ça. Je pense que les deux BD que je préfère de ces dernières années, je pense que c'est celle-ci, Ouais. de Nick Drazo, qui est aussi dans la veine post-Chris Ware. Mhm. Et Arsène Schroven, qui avait aussi, de Olivier Schroven, qui est vraiment, ça c'est plus surréaliste, mais niveau mise en scène, il se passe tellement de trucs. Ouais, c'est ça. C'est un Lui aussi, peu, dans ses compositions, il y a beaucoup, beaucoup de choses. ah ouais, il y a tellement d'idées. Après, c'est un peu dur à lire, mais enfin, il y a un côté un peu anxiogène, mais il y a tellement d'idées sur chaque page que voilà. Et justement, lui, il fait de la risographie. Comment toi, t'en es arrivé à faire ça tout à l'heure dans ton fanzine? Comment t'es arrivé à expérimenter ça? Bon, dans mon fanzine, c'était purement parce que c'est économique. Ouais. Et c'est purement pour ça, hein, ça coûte rien à imprimer. Quand on imprime en une couleur, lui, il fait plus de la réseau en deux couleurs déjà. Donc ça veut dire que ça coûte déjà deux fois plus cher. Mais après, moi, je suis pas trop là-dedans. C'est quand même plus dans le milieu alternatif. Ouais, parce que du coup, je m'interrogeais, parce que toi qui parlais de assez contrôler tes images, ton trait, Ouais, là, on a quelque chose où justement, il y a des accidents provoqués presque. ouais. Bah, du coup, je suis moins là-dedans. Ouais. Que j'ai pas trop d'idées. Enfin, les idées que j'ai à chaque fois, je pense pas que ça collerait en réseau spécialement. Du coup, non. Je pense que je vais rester dans le contrôle. Et du Même coup, si c'est pas la meilleure truc à faire, mais parce que ça- c'est un peu dur. Parce qu'on peut pas tout contrôler en fait. et ouais, c'est ça. Donc, Et du coup, là, tu parlais d'atelier. Du coup, en fait, tu es dans un atelier avec plusieurs dessinateurs. Et est-ce que c'est, justement, tu parlais de Guy Delisle aussi, on en a parlé avec lui la semaine dernière. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile d'être en atelier, de pouvoir confronter son travail? Est-ce que tu demandes souvent des conseils ou est-ce que tu en donnes?
Bah, c'est bien de voir. Après, on travaille quand même. Bon, c'est pas que des gens qui font de la BD, mais pour les gens qui font de la BD, on travaille quand même chacun à notre façon. Donc, c'est bien à voir, mais j'ai pas l'impression que ça nous pousse à travailler différemment. Ouais, Parce qu'il y en a qui travaillent que à la main. Nicolas, même, il travaille sur Flash, qu'à l'ancienne. Moi, je travaille sur Photoshop. Il y en a, ils travaillent directement sur les tablettes écran. ok. Donc, non, ça m'a pas. Mais bon, enfin, c'est plus. Il y a une espèce d'énergie en atelier qui est motivante, disons. Ouais. C'est plus ça. Et du coup, est-ce que aussi je voulais te poser une question sur la couverture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette composition Il y a peut-être enfin, dans mon bordel de feuilles, il y a quelques petits trucs, quelques autres essais, mais vraiment à cette taille, quoi. Ouais. Mais il me semble qu'il y avait que ça qui marchait, que j'ai trouvé qui marchait vraiment. Du coup, bah, je sais pas, je voulais confronter le. C'est un peu, il y a un truc binaire dans l'album entre avant, après, terre, espace, réalité, rêve, tout ça. Du coup, là, je voulais un truc, ça restait dans le binaire entre le sol et l'espace. Et la tête à l'envers, bah, ça marchait pas de toute façon à l'endroit une fois que j'avais fait ma bande. Mais je pense que ça peut ressembler un peu à la scène d'intro de Eraserhead de David Lynch, où on voit le personnage qui est sur le côté. Il y a peut-être ce truc-là qui m'a influencé. Voilà, après les petites, sur l'arrière, des petites cases dans l'espace. Bah, je trouvais ça drôle déjà qu'il y ait un peu de narration dès la couverture. Ouais. Mais aussi, c'est drôle de montrer une scène, je sais pas, un petit déjeuner sur fond d'espace. C'est drôle. Je trouve ça donne un truc. Voilà, le côté métaphysique à chaque instant de notre vie possible. Ouais, c'est ça, parce que du coup, c'est bien que tu mentionnes la quatrième de couve, parce que je voulais te demander, t'as pu donner ton avis dans la conception de l'objet, parce qu'il est un peu plus grand, donc j'imagine que c'est pour faire référence un peu aux pages de journal. T'as mis voilà, de la narration quatrième, les pages de garde, elles sont très chargées, pleines d'histoires à lire, plein de détails. Du coup, t'as vraiment bossé là-dessus? Oui, oui, bon, c'est moi qui ai tout fait, mais la taille de l'album, bah, c'est vrai que ça fait référence au format journal, mais c'était quand même aussi pour un confort de lecture, comme il n'y a que des petites cases. Je pense qu'à un format plus petit, ça aurait largué certaines personnes qui Ouais. n'aiment pas, selon la. Il y en a qui voient mieux que d'autres. Mais en effet, ça fait un peu. Bon, après, voilà, je n'allais pas faire taille journal non plus. Et bah oui, les pages de garde, je voulais que ça fasse un peu comme un générique d'intro. Je sais pas, au cinéma, on aurait pu euh, imaginer ça avec des images voilà, qui passent l'une après l'autre avec une musique, machin. Bon, bah là, comment faire un générique d'intro en BD? Je sais pas. C'était un peu ça. Après, c'était aussi une façon de. Je cherchais des endroits où je pouvais parler de l'avant. Ouais. Et je voulais pas que l'avant soit. Enfin, en tout cas, à la base, j'avais pas prévu la scène d'intro. Donc, je voulais que les scènes d'avant soient un peu à part. Donc, traitées en termes page de garde et sur un fond beige. Et après, bon, bah, du coup, après, j'ai quand même décidé de rajouter la scène d'intro. Mais comme la scène d'intro se passe vraiment un an avant, du coup, je pense que ça fonctionne. Et du coup, on parlait tout à l'heure un peu de ta relation avec l'éditeur. Toi, tu es un jeune auteur, c'est ton premier projet. Et, c'est assez différent de ce qu'on trouve un peu sur les étagères des librairies habituellement. Du coup, est-ce que c'était difficile de défendre cette vision-là, justement, avec ces pages de garde, ce dos un peu particulier, etc. Ou au contraire, ils t'ont suivi assez facilement? Non, franchement, alors enfin, moi, j'étais que en relation avec Yannick, qui lui faisait le pont. Donc, je sais pas exactement ce qu'il racontait, comment ça se passait en off de son côté. Mais lui, non, il était toujours partant. Vraiment, il m'a freiné sur rien. Ok. Que voilà, il y a juste par exemple, à un moment, il m'a dit, donc j'avais fait mon storyboard de rêve qui était trop long. Ouais. Et il m'a dit, il me donnait son avis. T'es sûr que tu pourrais pas réussir à raconter la même chose, mais en 10-12 pages?
Bon, quand on reçoit ça, nous, on est toujours là. Ah, moi, j'aime bien mon truc, hein. Mais du coup, j'y ai réfléchi, puis en fait, il s'est avéré qu'il avait raison, ça marchait mieux condensé, parce que de toute façon, tout le reste de l'album, c'est quand même condensé. Ouais. Donc voilà, c'était plus, il me donnait des avis, mais je pense que si j'avais dit non, non, je veux faire ça, je pense qu'il m'aurait suivi dans tous les cas. Mais même la couverture, j'ai montré, il a dit ah non, tout le monde aime bien. Bon, je faisais ce que je voulais, donc ça c'est bien. Je Ouais. pense qu'après, ils ont peut-être parce que là, c'était hors collection. Je sais pas si il y a des BD plus typés. Je sais pas, les séries, par exemple, en plusieurs tomes. Peut-être qu'il y a plus de contraintes éditoriales, j'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, là, oui, c'est 100% comme je veux. Donc c'est bien. Et du coup, je regarde le temps file un peu. J'ai quelques dernières questions. Toi qui es du coup assez perfectionniste, du coup, est-ce qu'à un moment, quand tu dois rendre les planches, c'est que tu arrives à être satisfait du résultat ou c'était plus par rapport au deadline? Comment tu arrives à faire ça? Euh, ouais, il y a des moments où on arrive à être satisfait. Par contre, il y a toujours des petits trucs à corriger. Ouais, Euh, du coup, j'étais jamais 100% satisfait. Je voyais toujours à chaque fois que je relisais vers la fin, je voyais toujours des trucs que j'aurais pu améliorer. Et jusqu'au dernier jour avant l'impression, je renvoyais des PSD corrigés avec des trucs, des corrections que sûrement il y avait que moi qui voyais ce qui était corrigé. Mais voilà, donc quand même, bah heureusement qu'à un moment faut rendre le truc, sinon je pense que j'aurais pu bosser encore quelques mois dessus pour corriger des trucs insignifiants. Voilà. Après là, s'il fallait, je pourrais trouver des trucs à changer encore plus ou moins gros. Mais je l'ai pas relu depuis, du coup, ça m'évite ouais. de voir ça. Après, une fois qu'il est publié, ça t'échappe un peu. Maintenant, c'est plus. Ouais, c'est vrai qu'après on lâche, mais tant qu'il n'est pas publié, j'ai l'impression que le cerveau se concentre que sur les Ouais. détails. Et c'est impossible de juger si c'est bien ou pas, en fait. Parce que je vois que les détails, quoi. Ouais. Donc c'est assez dur aussi de savoir si la page est bien. Voilà, je sais pas. Et du coup, j'ai une dernière question. Est-ce que maintenant que tu as publié un premier album et tu nous as parlé un peu des choses que tu lis actuelles, est-ce que tu aurais envie de faire des collaborations ou tu es vraiment parti pour faire quelque chose en solo pour la suite? Je suis plus parti pour faire un truc en solo. Euh, je sais pas trop si j'arriverai à la collaboration. Après, ou alors avec un ami proche ou quelque chose comme ça, mais je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est essayer de réfléchir au scénario et tout ça. Donc, collaboration, moi, j'entends un peu compromis. Ok, Un peu bête, faudrait que j'essaye. Et ça se trouve, il y a plus d'idées qui viennent quand on a plusieurs, peut-être. ouais. Mais je sais pas si c'est bien de bosser avec moi ou pas. Après, je fais de la revue dessinée, je fais des reportages. Bon, c'est un peu différent, Oui, mais là, par contre, c'est un peu plus une collaboration mais c'est quand même assez différent. ok. Bah écoute, on va se quitter sur cette note-là, sur cette ouverture. Du coup, Très bien. merci beaucoup, Fabien, d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah, merci à toi et Merci, oui. merci à ceux qui ont peut-être posé des questions, je sais pas. Ouais, à tous les gens qui ont suivi le live. Si vous avez manqué le début, parce que j'ai vu qu'il y en a qui arrivaient en cours de live, le replay est disponible en fait sur Bubble, donc vous pouvez voir depuis le début comme tous les lives. Et si vous voulez en savoir plus pardon, sur cet album, La météorite de Hodge, mais en fait je ne le prononce pas, c'est comment tu disais? Je pense que c'est OGs. Alors, la Mais météorite de Hodges, il y a un coup de cœur complet sur Bubble, donc vous pouvez voir, j'ai fait une chronique avec des extraits, donc n'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez en savoir plus. Et moi, je vous donne rendez-vous prochain live le 30 avril, ce sera avec Johan Cavage qui va vous parler de Moundir. Et pour la première fois aussi, on aura une session de dessin, donc il va faire des planches pendant le live et vous pourrez voir son processus de travail. Donc merci à tous et bonne soirée et à bientôt. au Salut! revoir.